Derrière chaque portrait officiel, il y a un mensonge, un visage parfait, lisse, royal. Mais la vérité est bien plus terrible, parce que certaines reines de France ont porté sur leur peau les marques d'un calvaire que personne n'a voulu voir. La petite vérole, les ulcères, les tumeurs, des maladies qui ont rongé leur visage, détruit leur beauté, effacé leur existence. Et dans un monde où le corps d'une reine doit incarner la perfection divine, cette défiguration n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est un désastre politique. Marie-Thérèse d'Autriche, couverte de cicatrices, abandonnée par Louis XIV, Isabelle de Bavière, accusée de malédiction divine, Anne d'Autriche, rongée par un mal incurable. 3 destins, 3 femmes puissantes réduites au silence, 3 vérités que l'histoire a volontairement effacées. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la royauté française. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, et si vous voulez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France que personne n'ose raconter, abonnez-vous maintenant. L'histoire commence. Versailles, janvier 1673. 3 heures du matin. Dans les appartements privés de la reine de France, une seule bougie éclaire la pénombre. Une silhouette se tient devant un miroir vénitien, immobile, comme pétrifiée. La femme hésite, puis approche lentement son visage de la surface réfléchissante. À la lueur tremblante de la flamme, on distingue des cicatrices profondes, des cratères, des marques qui ne partiront jamais. Marie-Thérèse d'Autriche, 44 ans, épouse du roi Soleil, ferme les yeux. Elle murmure une prière en espagnol, sa langue maternelle, celle qu'elle n'a jamais cessé de parler malgré 23 ans passés en France. Personne ne viendra cette nuit. Louis XIV dort dans les bras de Madame de Montespan. La reine le sait, tout le monde le sait. Dans l'histoire officielle, Marie-Thérèse d'Autriche est décrite comme une reine effacée, douce, pieuse et sans éclat. Les chroniqueurs du règne parlent peu d'elle. Les portraits la montrent digne, parée de perles et de dentelles, le visage lisse et royal. Mais ce que ces images ne révèlent jamais, c'est le drame silencieux qu'elle a vécu après 1663. Cette année-là, une épidémie de petite vérole ravage Paris, et Marie-Thérèse, comme des milliers d'autres, est frappée par le fléau. Au XVIIe siècle, la petite vérole, que nous appelons aujourd'hui la variole, est la terreur des cours européennes. Contrairement à la peste qui frappe surtout les pauvres dans les ruelles insalubres, la variole ne fait aucune distinction. Elle touche rois, reines, princes et princesses. Elle défigure, elle tue, et ceux qui survivent portent les stigmates toute leur vie, des cicatrices profondes, des cratères dans la peau, des visages méconnaissables. Pour une reine, contracter la petite vérole n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est un désastre politique, car dans l'univers de Versailles, le corps royal n'appartient pas à l'individu, il appartient à l'État. Le visage d'une reine doit incarner la beauté, la grâce, la perfection divine. Une reine défigurée devient un symbole de faiblesse, un objet de honte, une gêne pour le royaume. Et pour Marie-Thérèse, épouse d'un roi obsédé par l'apparence et la magnificence, cette maladie marque le début d'une descente aux enfers. Revenons au printemps 1663. Versailles n'est encore qu'un petit château de chasse. La cour vit entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. C'est là que Marie-Thérèse tombe malade. D'abord, c'est une fièvre légère, puis les frissons, puis les douleurs atroces qui parcourent tout le corps, et enfin, les pustules. De petites éruptions apparaissent sur son visage. En quelques heures, elles se multiplient. Son front, ses joues, son nez, son menton, tout est couvert. Les boutons deviennent purulents, se remplissent de liquide jaunâtre. La peau brûle, les dames de compagnie reculent. Terrorisées, la contagion fait peur, même les médecins hésitent à s'approcher. On isole la reine dans ses appartements. Les rideaux sont tirés. Personne ne doit la voir dans cet état. Madame de Motteville, dame d'honneur de la reine, témoigne dans ses mémoires. Elle écrit «
La reine était si défigurée que l'on craignait de la regarder. Le roi, informé de son état, ne vint point la voir. Il envoya seulement ses prières et ses vœux, mais resta loin de sa chambre. Louis XIV, qui a lui-même survécu à la petite vérole dans son enfance, connaît les ravages de cette maladie. Son propre visage porte quelques marques, mais légères, presque invisibles. Il a eu de la chance, mais il refuse de voir son épouse dans cet état. Non par peur de la contagion, le roi est immunisé. Non, c'est par répulsion esthétique. Le roi Soleil ne supporte pas la laideur. Il a construit son règne sur l'image, sur le spectacle, sur la beauté éclatante. Et Marie-Thérèse, couverte de croûtes et de plaies, incarne tout ce qu'il déteste. Les médecins de l'époque tentent tout pour sauver le visage de la reine. On applique des onguents à base de mercure, censés purifier la peau. On pratique des saignées répétées pour évacuer les humeurs mauvaises. On pose des cataplasmes brûlants, faits de plantes et de graisses animales qui sont supposés extraire le poison. Mais ces traitements ne font qu'aggraver les lésions. Le mercure brûle la peau. Les saignées affaiblissent le corps. Les cataplasmes provoquent des infections. Le docteur Antoine d'Aquin, premier médecin de Louis XIV, documente cette épidémie dans sa correspondance, aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France. Il décrit les ravages de la maladie à la cour, l'impuissance de la médecine, la terreur qui s'empare des courtisans. Mais ce qu'il ne dit jamais ouvertement, c'est l'abandon de la reine par son époux. Ce silence en dit long. À Versailles, on ne parle pas des échecs du roi, on ne parle pas de ses cruautés intimes, on ne parle pas de Marie-Thérèse. Lorsque la reine sort enfin de sa chambre, 2 mois plus tard, son visage est méconnaissable. Les pustules ont laissé des cicatrices profondes, des cratères qui creusent la peau. Certaines zones sont décolorées, blanchâtres, comme brûlées. D'autres sont rouges, irritées en permanence. Marie-Thérèse ne se regarde plus dans les miroirs. Elle baisse les yeux quand elle croise quelqu'un. Elle porte des voiles de plus en plus épais. Elle se réfugie dans la prière, dans la solitude, dans le silence. Et Louis XIV ne revient jamais. Il ne partage plus la couche de son épouse. Il ne dîne plus avec elle. Il ne la consulte plus sur rien. Marie-Thérèse est reine de France, mais elle est devenue invisible. Les courtisans l'évitent. Les ambassadeurs étrangers ne la mentionnent plus dans leurs rapports. Elle existe à peine. Elle est là, physiquement présente, mais effacée de l'histoire en train de se faire. Ce que les portraits officiels de l'époque ne montrent jamais, ce sont les visages réels de ces femmes. Les peintres ont pour consigne de corriger les imperfections, d'effacer les cicatrices, de restaurer une beauté fantasmée. Quand un artiste peint Marie-Thérèse, après 1663, il la représente avec une peau lisse, lumineuse, parfaite, comme si la maladie n'avait jamais existé, comme si la souffrance était indicible, comme si la vérité était trop laide pour être montrée. Marie-Thérèse le sait. Elle sait que l'histoire ne retiendra d'elle qu'une image idéalisée. Elle sait que personne ne verra jamais la souffrance qu'elle porte. Elle sait que son visage défiguré est devenu un secret d'État, une vérité à dissimuler. Et elle sait aussi qu'elle n'est pas la première reine de France à vivre ce calvaire. 3 siècles avant elle, une autre femme a connu le même enfer. Son nom, Isabelle de Bavière, épouse du roi Charles VI, surnommée le Folle. Et contrairement à Marie-Thérèse, Isabelle n'a pas seulement été défigurée par la maladie, elle a à moins été accusée de l'avoir provoquée, par sorcellerie, par débauche, par malédiction divine. Son histoire est encore plus sombre, encore plus cruelle, et c'est là que notre récit prend une dimension nouvelle, car ce que nous allons découvrir maintenant dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Paris, automne 1395. Le palais de la Cité, résidence royale, est plongé dans une atmosphère étrange. Dans les couloirs, les courtisans murmurent. Dans les chapelles, les prêtres prient pour conjurer le mal, car le royaume de France est frappé par une double malédiction. Le roi est fou et la reine
et défigurée. Isabelle de Bavière se tient dans la grande salle du palais. Elle a 30 ans. Son visage, autrefois célébré dans toute l'Europe pour sa beauté lumineuse, est ravagé. Des plaques rouges couvrent ses joues. Sa peau pèle par endroits, laissant apparaître des zones à vif, douloureuses. Ses mains sont couvertes de croûtes. Elle porte des gants, même à l'intérieur, pour cacher les lésions. Les courtisans la fixent. Certains détournent le regard, gênés. D'autres la regardent avec une cruauté morbide, comme on observe un spectacle malsain. Isabelle sent leurs yeux sur elle. Elle sait ce qu'ils pensent. Elle entend leurs murmures. C'est la marque de Dieu. La reine est maudite. Elle a péché. C'est pour ça qu'elle souffre. Le religieux de Saint-Denis, chroniqueur anonyme de l'époque, consigne tout dans ses écrits. Il note « La reine Isabelle fut frappée d'une maladie étrange qui lui rongeait la peau du visage et des mains. Beaucoup y virent un signe de la colère divine, car on murmurait qu'elle menait une vie dissolue et qu'elle avait abandonné son époux, le roi, dans sa folie. Mais qu'est-ce qui a vraiment frappé Isabelle de Bavière ? Les historiens modernes ont analysé les descriptions médicales de l'époque. Les symptômes correspondent probablement à ce que les contemporains appelaient le feu de Saint-Antoine. Il s'agissait soit d'un eczéma sévère, soit d'une forme de lupus érythémateux, soit d'une autre maladie auto-immune qui attaque la peau. Les plaques rouges, les démangeaisons insupportables, la déquamation, les périodes de rémission suivies de crises violentes. Tous ces signes pointent vers une maladie chronique, incurable à l'époque. Et contrairement à Marie-Thérèse, qui a contracté la petite vérole en quelques jours, Isabelle souffre pendant des années. Sa maladie évolue lentement, progressivement. D'abord, ce ne sont que de petites plaques sur les mains. Puis, elles s'étendent aux bras, puis au visage. La peau devient rouge, enflée, brûlante. Les démangeaisons sont si intenses qu'Isabelle se gratte jusqu'au sang. Les médecins lui attachent les mains pendant la nuit pour l'empêcher de se lacérer le visage. Les traitements sont aussi barbares qu'inefficaces. On lui applique des sangsues sur les zones atteintes pour aspirer le sang mauvais. On lui fait boire des décoctions d'herbes amères censées purifier le corps de l'intérieur. On lui impose des jeûnes sévères car on croit que la maladie vient d'un excès de nourriture, d'un déséquilibre des humeurs. Rien ne fonctionne. La maladie progresse. Mais le pire, ce n'est pas la douleur physique, c'est le jugement moral. Car à la fin du XIVe siècle, la maladie n'est jamais neutre. Elle est toujours interprétée comme un signe, un message divin, une punition. Et pour une reine, être malade, c'est forcément avoir fauté. La peau, surface visible du corps, est considérée comme le reflet de l'âme. Une peau malade signifie une âme corrompue. Les accusations commencent à circuler. On dit qu'Isabelle a trahi son mari. On dit qu'elle a pris des amants pendant que Charles VI sombrait dans la folie. On dit qu'elle a comploté avec le duc d'Orléans, frère du roi. On dit même qu'elle a consulté des sorcières pour provoquer la démence de son époux. Et sa maladie de peau devient la preuve visible de tous ces crimes supposés. Dieu la marque, Dieu la punit. Dieu révèle sa vraie nature. Jean Froissart, chroniqueur français qui documente cette période troublée, écrit avec un mélange de fascination et de dégoût. Il décrit Isabelle comme une femme dangereuse, séductrice malgré sa maladie, manipulatrice, sans scrupules. Il ne la décrit jamais comme une victime, jamais comme une femme malade qui souffre, toujours comme une coupable qui mérite son sort. Mais voici ce que l'histoire officielle a longtemps caché. Pendant que Charles VI, le roi fou, alterne entre moments de lucidité et crises de démence violente, pendant que les princes du sang se déchirent pour le pouvoir, pendant que la France plonge dans la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, qui gouvernent vraiment le royaume. C'est Isabelle, la reine défigurée, la femme que tout le monde méprise. Elle signe les traités, elle négocie avec les ambassadeurs, elle prend les décisions militaires, elle gère les finances royales, elle fait tout ce qu'un roi devrait faire,
mais en étant constamment jugée, constamment suspectée, constamment accusée. Et sa maladie de peau devient une arme politique contre elle. Ses ennemis l'utilisent pour la discréditer. Comment une femme marquée par Dieu pourrait-elle gouverner? Comment lui faire confiance? Les portraits d'Isabelle de Bavière qui nous sont parvenus sont fascinants. Sur certains, peints avant la maladie, elle apparaît radieuse, avec un visage ovale parfait, des joues roses, une peau lumineuse. Sur d'autres, peints pendant ses années de régence, quelque chose a changé. Le visage est plus dur, les traits sont tirés, et surtout, les artistes utilisent des techniques pour masquer les imperfections, des voiles, des ombres, des angles qui cachent une partie du visage. On ne voit jamais les plaques, on ne voit jamais les lésions, mais on sent qu'elles sont là, dissimulées sous la peinture. Isabelle vit avec cette douleur pendant plus de 20 ans. 20 ans à se gratter la nuit, 20 ans à supporter les regards, 20 ans à entendre les accusations, 20 ans à gouverner un royaume qui refuse de reconnaître son autorité parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est malade. Et puis, en 1420, elle commet l'acte qui va sceller sa réputation pour les siècles suivants. Elle signe le traité de Troyes. Ce traité déshérite son propre fils, le dauphin Charles, au profit du roi d'Angleterre, Henri V. C'est une trahison monumentale. L'histoire retiendra qu'Isabelle de Bavière a vendu la France aux Anglais, qu'elle a trahi son royaume, qu'elle était une mère dénaturée, une reine indigne. Mais voici ce qu'on ne dit jamais. Quand Isabelle signe ce traité, elle a 55 ans. Elle est épuisée, sa maladie a empiré. Elle est isolée politiquement, ses alliés ont été assassinés ou ont fui. Elle n'a plus de choix. Elle signe pour survivre. Elle signe parce qu'elle est acculée, et l'histoire la condamnera pour ça, en oubliant tout ce qu'elle a enduré. Isabelle de Bavière meurt en 1435, à Paris, dans une relative pauvreté. Personne ne vient à son enterrement, aucun hommage officiel, aucune cérémonie digne d'une reine de France. Elle est enterrée discrètement, presque en secret, et pendant des siècles, les historiens la présenteront comme un monstre, la reine qui a trahi la France, la femme dissolue, la mère indigne. Ce n'est qu'au XXe siècle que des historiens commencent à réévaluer son rôle, à comprendre qu'elle a été victime autant que coupable, qu'elle a gouverné dans des circonstances impossibles, qu'elle a été jugée avec une sévérité qu'on n'aurait jamais appliquée à un homme, et que sa maladie de peau, loin d'être un détail anecdotique, a joué un rôle central dans sa diabolisation. 2 reines, 2 maladies, 2 destins brisés par la défiguration, mais il en reste une 3e, et son histoire est peut-être la plus terrible de toutes, car contrairement à Marie-Thérèse et Isabelle, cette femme était au sommet de son pouvoir quand la maladie l'a frappée. Elle était crainte, respectée, influente. Et ce qu'elle a vécu dans les dernières années de sa vie dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Son nom, Anne d'Autriche, reine de France, régente du royaume, mère du roi Soleil, et victime d'un cancer qui va la dévorer vivante. Paris, hiver 1665, le palais du Louvre. Dans ses appartements privés, Anne d'Autriche, reine-mère, régente de France, se tient debout devant une fenêtre. Elle a 64 ans. Dehors, la Seine charrie des blocs de glace. Le froid est mordant. Mais ce n'est pas le froid qui fait trembler Anne, c'est la douleur. Une tumeur grossit sur son sein gauche. Depuis plusieurs mois, elle a senti cette masse dure sous la peau. Au début, elle a tenté de l'ignorer. Puis, la tumeur a commencé à grossir. Et maintenant, elle ne peut plus nier la réalité. La peau autour de la tumeur est devenue noire, tendue, brillante. Des ulcères se sont formés. La chair se nécrose. L'odeur est pestilentielle. Anne d'Autriche est l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. C'est elle qui a assuré la régence pendant la minorité de Louis XIV. C'est elle qui a soutenu le cardinal Mazarin dans les heures les plus sombres de la Fronde.
cette révolte qui a failli renverser la monarchie. C'est elle qui a façonné le règne du roi Soleil, qui a fait de son fils l'homme qu'il est devenu. Mais aujourd'hui, dans l'intimité de ses appartements, Anne d'Autriche souffre en silence. Madame de Motteville, sa dame d'honneur la plus proche, témoigne de cette période dans ses mémoires. Elle écrit « La reine-mère était frappée d'un mal cruel qui lui rongeait le sein. Elle refusait de se plaindre, mais nous voyons bien sa souffrance. La maladie progressait chaque jour davantage, et l'on craignait que le mal ne se répande dans tout son corps. Anne d'Autriche souffre d'un cancer du sein, une maladie alors incurable, mais surtout indicible, car dans la France du XVIIe siècle, le corps d'une reine est tabou. On ne parle pas de ses maladies, on ne montre pas ses plaies, on ne mentionne surtout jamais ses parties intimes. Et un cancer du sein, c'est l'impensable. Comment évoquer publiquement une maladie qui touche cette partie du corps féminin, symbole de maternité, de féminité, de pudeur? Pendant des mois, Anne cache sa maladie. Elle porte des robes de plus en plus amples, avec des corsages rigides qui dissimulent la déformation de son sein. Elle applique des parfums puissants pour masquer l'odeur de la chair qui pourrit. Elle refuse de se déshabiller devant ces dames, même pour se laver. Elle vit dans la terreur qu'on découvre son secret, mais la douleur devient insupportable. Les ulcères suppurent, la tumeur continue de grossir. Anne finit par appeler les médecins, mais elle leur fait jurer le secret. Personne ne doit savoir, surtout pas le roi, surtout pas son fils. Les médecins examinent la tumeur. Leur diagnostic est sans appel. C'est un cancer avancé, et au XVIIe siècle, il n'existe qu'un seul traitement possible pour un cancer du sein, l'amputation. Il faut couper, retirer toute la masse cancéreuse. C'est la seule chance de survie. Mais cette opération est d'une violence inouïe, sans anesthésie, sans antiseptique, avec des instruments rudimentaires. Le taux de mortalité est terrifiant. Beaucoup de femmes meurent pendant l'opération, d'hémorragie ou de choc. Celles qui survivent meurent souvent quelques jours plus tard, d'infection. Anne d'Autriche refuse. Elle ne veut pas être mutilée. Elle ne veut pas subir cette torture. Elle préfère souffrir en silence, plutôt que de se soumettre au bistouri. Les médecins insistent. Ils expliquent que sans opération, la mort est certaine. Le cancer va se répandre. Il va envahir tout le corps. Elle va mourir dans d'atroces souffrances. Mais Anne tient bon. Pas d'amputation. Alors les médecins tentent d'autres traitements. Ils appliquent des cataplasmes d'herbe, censés réduire la tumeur. Ils pratiquent des saignées pour évacuer le sang corrompu. Ils prescrivent des potions à base d'opium pour calmer la douleur. Ils utilisent même du mercure, ce poison qu'on applique sur tout au XVIIe siècle, de la syphilis à la petite vérole. Rien ne fonctionne. La tumeur continue de grossir. Les mois passent. L'état d'Anne empire. La tumeur a maintenant la taille d'un poing. Elle déforme complètement son sein. La peau est éclatée par endroits. Des plaies béantes laissent couler du pus et du sang. L'odeur est si forte qu'Anne doit changer de chemise plusieurs fois par jour. Ces dames d'honneur brûlent de l'encens en permanence dans ses appartements pour masquer la puanteur. Et voici le détail le plus cruel. Anne d'Autriche continue de paraître en public. Elle assiste aux cérémonies, elle reçoit les ambassadeurs, elle participe au conseil. Personne ne doit deviner qu'elle est malade. Personne ne doit voir sa faiblesse. Car une reine, même reine-mère, ne peut pas montrer qu'elle souffre. Ce serait un signe de vulnérabilité. Ce serait une invitation au complot, aux manœuvres politiques, aux tentatives de prise de pouvoir. Alors Anne joue son rôle. Elle se tient droite, elle sourit, elle parle avec autorité. Mais sous ses robes somptueuses, sous ses corsages brodés d'or, son corps se décompose lentement. La douleur est telle qu'elle doit serrer les dents pour ne pas crier. Elle prend de plus en plus d'opium, jusqu'à en devenir dépendante. Les doses augmentent. L'opium la plonge dans un état second, mais c'est le seul moyen de supporter la torture quotidienne. Louis XIV finit par apprendre la vérité. On ne sait pas exactement comment.
peut-être une dame d'honneur qui a parlé, peut-être un médecin qui a cru de son devoir d'informer le roi. Toujours est-il que Louis découvre que sa mère est rongée par un cancer, et sa réaction est révélatrice. Il lui rend visite, une seule fois. Il entre dans ses appartements, il reste debout à distance. Il ne s'approche pas, il ne la touche pas, il ne la prend pas dans ses bras. Il prononce quelques mots de réconfort, froids, protocolaires. Puis il repart, il ne reviendra plus. Le roi Soleil, qui a construit son règne sur l'image et le spectacle, ne supporte pas la maladie. Il ne supporte pas la déchéance physique. Il l'a déjà montré avec son épouse Marie-Thérèse, défigurée par la petite vérole. Il le montre à nouveau avec sa mère. Pour Louis XIV, la royauté doit être belle, glorieuse, éclatante. La maladie n'a pas sa place dans ce tableau. Anne d'Autriche réalise alors qu'elle est seule. Son fils, qu'elle a protégé pendant sa régence, qu'elle a défendu contre les frondeurs, qu'elle a aimé avec une passion exclusive, son fils l'abandonne, comme Louis a abandonné Marie-Thérèse, comme Charles VI a abandonné Isabelle. Les rois de France n'accompagnent pas leur reine dans la maladie, ils les laissent mourir seuls. En 1666, la douleur devient si intense qu'Anne finit par accepter l'amputation. Mais il est trop tard. Le cancer s'est répandu. Les médecins tentent quand même l'opération. Sans anesthésie, Anne est maintenue de force sur une table. On lui donne un morceau de cuir à mordre pour étouffer ses cris. Le chirurgien découpe. Il retire le sein. Il cautérise les chairs avec un fer rouge. Anne s'évanouit plusieurs fois pendant l'opération. Quand elle reprend connaissance, c'est pour découvrir qu'une partie de son corps a été arrachée. Mais l'opération ne sert à rien. Le cancer est déjà ailleurs, dans les ganglions, dans les os, dans tout le corps. Anne d'Autriche a été mutilée pour rien. Elle va mourir de toute façon, et elle le sait. Les derniers mois de sa vie sont un cauchemar. La douleur est permanente, insoutenable. L'opium ne fait plus effet. Anne délire. Elle a des visions. Elle parle à des fantômes. Elle appelle son fils, mais Louis ne vient pas. Elle appelle Mazarin, mort depuis 5 ans. Elle appelle ses dames d'honneur, mais même elles commencent à fuir ses appartements. L'odeur est trop forte, le spectacle est trop insoutenable. Anne d'Autriche meurt le 20 janvier 1666, au Louvre. Elle a 65 ans. Elle a régné sur la France pendant 18 ans, pendant la minorité de son fils. Elle a été l'une des femmes les plus puissantes de son siècle. Et elle meurt seule, défigurée, mutilée, abandonnée. 3 reines, 3 maladies, 3 destins brisés. Mais au-delà de leurs histoires individuelles, c'est tout un système qui se révèle, un système qui exigeait des reines qu'elles incarnent la perfection et qui les détruisait quand elles échouaient. Pour comprendre pourquoi ces 3 femmes ont subi un tel calvaire, il faut comprendre ce qu'être reine signifiait vraiment dans la France d'Ancien Régime. Car contrairement à ce qu'on imagine souvent, être reine n'était pas un privilège, c'était une prison dorée, un rôle écrasant, une fonction politique où le corps lui-même devenait un instrument d'État. Quand une princesse étrangère épouse un roi de France, elle n'est pas choisie pour son intelligence ou sa personnalité, elle est choisie pour son lignage, pour les alliances qu'elle apporte et surtout pour sa capacité à donner des héritiers. Son corps devient propriété du royaume. Sa fonction première, produire des fils. Sa fonction secondaire, incarner la beauté, la grâce, la perfection divine du pouvoir royal. Les traités de mariage royaux du XIVe au XVIIe siècle sont explicites sur ce point. La future reine doit être en bonne santé. Elle doit être belle, elle doit être jeune, car un roi ne peut pas épouser une femme laide ou malade. Ce serait une insulte à la grandeur royale. Ce serait un aveu de faiblesse. Dans l'imaginaire de l'époque, la beauté physique est le reflet de la pureté morale et de la faveur divine. Une reine belle prouve que Dieu bénit le royaume. Une reine laide ou défigurée suggère le contraire. Voilà pourquoi les portraits royaux mentent systématiquement. Les peintres reçoivent des instructions précises, embellir, idéaliser, corriger,
Quand Marie-Thérèse d'Autriche est peinte après sa petite vérole, l'artiste efface toutes les cicatrices. Il lui donne une peau de porcelaine, lisse et lumineuse, comme si la maladie n'avait jamais existé. Quand Isabelle de Bavière pose pour un portrait officiel, pendant ses années de régence, le peintre dissimule les plaques rouges sous des ombres savantes, sous des voiles, sous des angles flatteurs. Quand Anne d'Autriche est représentée dans les dernières années de sa vie, alors que le cancer la ronge, on la montre majestueuse, sereine, intacte. Ces portraits ne sont pas des œuvres d'art, ce sont des mensonges d'État, des instruments de propagande. Ils construisent une fiction, celle de la perfection royale. Et cette fiction est si puissante qu'elle traverse les siècles. Aujourd'hui encore, quand on regarde ces tableaux dans les musées, on ne voit pas la souffrance, on ne voit pas les corps malades, on voit ce qu'on a voulu nous montrer, des reines parfaites, éternellement belles, éternellement dignes. Mais derrière cette façade, la réalité était tout autre. La médecine du XIVe au XVIIe siècle était impuissante face aux maladies de peau. Pire encore, elle était souvent plus dangereuse que les maladies elles-mêmes. Les traitements infligés aux reines relevaient de la torture. Prenons la petite vérole, la maladie qui a défiguré Marie-Thérèse. Au XVIIe siècle, on ne comprend rien à cette maladie. On ne sait pas qu'elle est causée par un virus. On ne sait pas comment elle se transmet. On croit que c'est un déséquilibre des humeurs corporelles. Alors on applique les théories médicales de l'époque, héritées d'Hippocrate et de Galien. Il faut rééquilibrer les humeurs. Il faut évacuer le sang corrompu. Il faut purger le corps. Les médecins pratiquent donc des saignées. On ouvre une veine au bras ou à la cheville et on laisse couler le sang dans une bassine. Parfois, on retire jusqu'à un demi-litre de sang. Le patient s'affaiblit. Mais les médecins pensent que c'est bon signe. Le corps se purge. Sauf que cette pratique ne fait qu'aggraver l'état du malade. La petite vérole provoque déjà de la fièvre, de la déshydratation, un affaiblissement général. Les saignées répétées achèvent de détruire les défenses du corps. Ensuite, on applique des onguents à base de mercure. Le mercure est considéré comme un remède miracle au XVIIe siècle. On l'utilise pour tout, la syphilis, les maladies de peau, les fièvres. Mais le mercure est un poison violent. Il brûle les tissus, il provoque des nécroses. Appliqué sur un visage déjà ravagé par la petite vérole, il transforme les pustules en plaies profondes qui ne guérissent jamais. Pour Isabelle de Bavière et sa maladie chronique de la peau, les traitements sont tout aussi barbares. On lui applique des sangsues directement sur les plaques rouges. L'idée est que les sangsues vont aspirer le sang mauvais qui cause l'inflammation. En réalité, elles ne font que créer de nouvelles plaies qui s'infectent. On lui impose aussi des jeûnes sévères, car on croit que sa maladie vient d'un excès de nourriture riche. Isabelle, déjà affaiblie, se retrouve sous-alimentée, ce qui empire son état général. On lui prescrit également des bains d'eau froide additionnés de vinaigre, censés resserrer les pores et calmer l'inflammation. Mais ces bains glacés ne font que provoquer des chocs thermiques. Isabelle en ressort tremblante, épuisée, les lésions encore plus irritées qu'avant. Et quand les crises sont particulièrement violentes, quand elle se gratte jusqu'au sang pendant la nuit, on lui attache les mains au lit. On la traite comme une folle, comme une possédée. Car voilà l'autre dimension de ces maladies. Elles sont toujours interprétées moralement. Une maladie de peau n'est jamais neutre. Elle est toujours un signe, un message, une punition divine. Dans la pensée médiévale et de l'Ancien Régime, le corps est le reflet de l'âme. Une peau malade révèle une âme corrompue. Une peau défigurée prouve qu'on a péché. C'est pour ça qu'Isabelle de Bavière est accusée de tous les crimes imaginables, adultère, sorcellerie, trahison. Sa maladie de peau devient la preuve visible de sa culpabilité. Les chroniqueurs écrivent que Dieu la marque, qu'il révèle sa vraie nature, qu'il la punit publiquement pour ses fautes cachées. Et cette interprétation traverse les siècles. Pendant des générations,
Les historiens présenteront Isabelle comme un monstre, en partie à cause de cette maladie qui l'a désignée comme coupable. Marie-Thérèse échappe à cette diabolisation, mais elle subit une autre forme de violence, l'effacement. Après sa petite vérole, elle devient invisible. On ne parle plus d'elle, on ne la consulte plus, on ne la mentionne plus dans les dépêches diplomatiques. Elle existe à peine. Et cet effacement est aussi une forme de condamnation. Le message est clair, une reine défigurée n'a plus de valeur. Elle ne sert plus à rien. Quant à Anne d'Autriche, son cancer du sein la place dans une situation encore plus terrible, car contrairement à la petite vérole ou aux maladies de peau qui sont visibles, son cancer touche une partie intime de son corps. On ne peut pas en parler, on ne peut pas le montrer, on ne peut pas le nommer. C'est un tabou absolu. Les médecins de l'époque utilisent des euphémismes. Ils parlent de mal au côté, de tumeurs internes, de maladies secrètes. Jamais ils n'écrivent clairement « cancer du sein » dans leur rapport, car évoquer le sein d'une reine, même dans un contexte médical, est considéré comme une obscénité. Le corps féminin, et particulièrement ses attributs sexuels ou maternels, doit rester invisible, indicible. Cette impossibilité de nommer la maladie aggrave encore la solitude d'Anne. Elle ne peut pas parler de ce qu'elle endure. Elle ne peut pas demander de l'aide publiquement. Elle ne peut pas se faire plaindre. Elle doit souffrir en silence, dans le secret de ses appartements, pendant que la tumeur la dévore. Et quand elle accepte enfin l'amputation, c'est dans la clandestinité la plus totale. L'opération a lieu la nuit. Seuls quelques médecins et 2 dames d'honneur sont présents. Personne d'autre ne doit savoir. Le lendemain, Anne est censée se comporter comme si rien ne s'était passé, comme si on ne venait pas de lui arracher une partie du corps, comme si elle ne souffrait pas le martyre. Voilà la réalité des reines de France. Elles devaient être parfaites en permanence. Elles devaient dissimuler leur faiblesse. Elles devaient sourire pendant qu'elles agonisaient. Elles devaient incarner une image idéalisée de la féminité royale, même quand leur corps se décomposait. Et si elles échouaient, si la maladie les défigurait, si elles devenaient laides ou répugnantes, alors elles étaient abandonnées, effacées, oubliées. 3 femmes, 3 maladies, 3 destins brisés par un système qui ne leur pardonnait aucune faiblesse. Mais leur histoire ne s'arrête pas là, car ce que ces 3 reines ont vécu nous révèle quelque chose de plus profond sur la condition humaine, sur la cruauté du pouvoir et sur le prix terrible de la perfection. Il y a une question qui traverse ces 3 destins, une question terrible et pourtant essentielle. Qu'est-ce que ces reines ont perdu exactement quand elles ont été défigurées? Pas seulement leur beauté, pas seulement leur santé, elles ont perdu leur pouvoir, leur voix, leur existence même en tant que figure politique. Car dans l'univers des cours royales, l'apparence n'est pas un détail superficiel, c'est un instrument de gouvernement. Une reine belle commande le respect, elle attire les regards, elle impressionne les ambassadeurs, elle incarne la grandeur du royaume. Une reine défigurée perd immédiatement cette autorité symbolique. Elle devient un embarras, une faiblesse visible, une cible facile pour ses ennemis politiques. Marie-Thérèse d'Autriche l'a vécu dans sa chair. Avant sa petite vérole, elle jouait un rôle, certes modeste, dans les affaires de la cour. Louis XIV la consultait parfois sur les questions espagnoles, car elle était l'infante d'Espagne, fille du roi Philippe IV. Elle assistait au conseil, elle recevait les ambassadeurs. Elle avait une présence, même discrète. Après sa maladie, tout s'effondre. Louis ne lui demande plus son avis. Il ne la présente plus aux visiteurs étrangers. Quand des ambassadeurs demandent audience à la reine, on leur répond qu'elle est souffrante, indisponible, retirée dans ses appartements, ce qui est un mensonge. Marie-Thérèse n'est pas plus malade qu'avant. Elle est simplement devenue invisible aux yeux de tous. Les lettres de l'ambassadeur vénitien à Paris, conservées dans les archives de Venise, sont révélatrices. Avant 1663, il mentionne régulièrement la reine dans ses dépêches. Il décrit ses robes, ses bijoux, son maintien lors des cérémonies.
Après 1663, elle disparaît complètement de ses rapports, comme si elle avait cessé d'exister. L'ambassadeur ne la voit plus. Personne ne la voit plus. Marie-Thérèse comprend ce qui se passe. Elle réalise qu'elle est devenue une gêne pour son mari. Alors elle se retire volontairement. Elle passe ses journées dans ses appartements. Elle prie, elle brode. Elle s'entoure de quelques dames d'honneur fidèles. Elle vit dans l'ombre, attendant une visite du roi qui ne viendra jamais. Et quand elle meurt, en juillet 1683, à 44 ans, d'une infection mal soignée, Louis XIV prononce cette phrase terrible, rapportée par Madame de Maintenon. C'est le premier chagrin qu'elle me cause. Le premier chagrin. Comme si toutes les années d'humiliation, d'abandon, de solitude ne comptaient pas. Comme si le seul tort de Marie-Thérèse était de mourir et de l'obliger à porter le deuil. Cette phrase résume tout. Pour Louis XIV, Marie-Thérèse n'a jamais été une personne. Elle était une fonction. Et une fonction défigurée ne sert à rien. Isabelle de Bavière a vécu une dynamique différente, mais tout aussi cruelle. Contrairement à Marie-Thérèse qui a été effacée, Isabelle a été diabolisée. Sa maladie de peau est devenue une arme politique contre elle. Ses ennemis l'ont utilisée pour la discréditer, pour salir sa réputation, pour justifier leur rébellion contre son autorité. Les chroniques de l'époque regorgent de descriptions dégoûtantes de son apparence. On la décrit comme repoussante, hideuse, marquée par le diable. Ces descriptions ne sont pas médicales, elles sont politiques. Elles servent à délégitimer son pouvoir. Comment une femme aussi laide pourrait-elle gouverner? Comment lui faire confiance quand son propre corps trahit une corruption intérieure? Et voici le paradoxe terrible. Pendant toutes ces années où Isabelle est moquée, insultée, accusée, elle continue de gouverner. Elle signe les ordonnances, elle gère les finances, elle négocie avec les factions rivales, elle tient le royaume ensemble pendant que son mari sombre dans la folie. Elle fait le travail d'un roi, mais elle n'en reçoit jamais le crédit, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est malade, parce que sa peau défigurée la désigne comme indigne. Les historiens modernes qui ont réévalué le règne d'Isabelle de Bavière ont découvert des documents fascinants, des décisions administratives qu'elle a prises et qui ont sauvé le royaume de la banqueroute, des négociations diplomatiques qu'elle a menées et qui ont évité des guerres, des actes de gouvernement intelligents, pragmatiques, efficaces. Mais pendant des siècles, tout cela a été occulté. On a retenu d'elle l'image d'une reine dissolue et traîtresse. Sa maladie a servi à construire cette légende noire. Anne d'Autriche a vécu encore une autre forme de violence. Sa maladie, contrairement à celle de Marie-Thérèse et Isabelle, touchait une partie cachée de son corps. Pendant longtemps, personne ne savait qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Elle a pu continuer à exercer son influence, à apparaître en public, à gouverner dans l'ombre. Mais au prix de quelle souffrance! Les témoignages de ses proches révèlent des détails déchirants. Anne se levait chaque matin à 5 heures. Elle priait 1 heure dans sa chapelle privée. Puis, elle se faisait habiller par ses dames, un processus qui durait parfois 2 heures, car il fallait dissimuler la déformation de son sein. Il fallait ajuster les corsages de manière à ce que rien ne paraisse. Il fallait appliquer des bandages serrés pour maintenir la tumeur en place. La douleur, pendant ces séances d'habillage, était atroce. Madame de Motteville raconte qu'Anne serrait les dents, qu'elle fermait les yeux, qu'elle agrippait les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Mais elle ne criait jamais, elle ne se plaignait jamais, car une reine ne montre pas sa faiblesse. Une fois habillée, Anne descendait, assister au conseil, recevoir les ambassadeurs, discuter des affaires, de l'État. Elle tenait son rôle pendant des heures, debout souvent, malgré la douleur lancinante. Et le soir, quand elle remontait enfin dans ses appartements, quand on la déshabillait, les bandages étaient trempés de sang et de pus.
La tumeur avait saigné toute la journée sous la pression des vêtements. Voilà ce qu'était la vie d'Anne d'Autriche pendant les 2 dernières années de son existence. Une torture quotidienne, une lutte permanente pour maintenir les apparences, pour ne pas montrer qu'elle était malade, pour ne pas donner à ses ennemis politiques une raison de la écarter du pouvoir. Car c'est ça, la vérité terrible que révèlent ces 3 destins. Les reines de France n'avaient pas le droit d'être malades. Elles n'avaient pas le droit de vieillir. Elles n'avaient pas le droit d'être défigurées. Leur corps devait rester parfait, jeune, beau, éternellement. Et quand ce corps les trahissait, quand la maladie les frappait, elles étaient punies, pas par Dieu, par les hommes, par le système qu'elles étaient censées incarner. Et maintenant, posons-nous une question. Qu'en était-il des rois? Quand un roi tombait malade, quand il était défiguré, perdait-il son pouvoir de la même manière? La réponse est non, absolument pas. Louis XIV a survécu à la petite vérole dans son enfance. Son visage porte quelques cicatrices. Personne n'en parle. Aucun ambassadeur ne mentionne ses imperfections dans ses rapports. Aucun chroniqueur ne s'attarde sur l'apparence du roi, car un roi n'est pas jugé sur sa beauté. Il est jugé sur sa force, son autorité, sa capacité à gouverner. Charles VI, le roi fou, mari d'Isabelle de Bavière, a passé des décennies à alterner entre moments de lucidité et crises de démence violente. Pendant ces crises, il ne reconnaissait personne. Il se prenait pour un autre. Il refusait de se laver pendant des mois. Il hurlait. Il cassait tout. Il était littéralement fou. Et pourtant, il est resté roi jusqu'à sa mort. Personne ne l'a déposé. Personne ne l'a déclaré indigne. On a simplement nommé des régents pour gouverner à sa place. Henri IV, avant d'être roi de France, a été grièvement blessé lors d'un tournoi. Une lance lui a transpercé l'œil. Il a perdu l'œil. Il portait un bandeau noir. Cela ne l'a pas empêché de conquérir son royaume, de gouverner, d'être respecté et admiré. Sa défiguration n'a jamais été un obstacle à son pouvoir. Le contraste est saisissant. Un roi peut être fou, borgne, marqué par la maladie. Il reste roi. Une reine défigurée perd tout. Son pouvoir, son influence, son existence même. Parce que pour une femme, l'apparence n'est pas secondaire. C'est central. C'est sa seule valeur aux yeux du système. Cette inégalité révèle la violence profonde de la monarchie française envers ses reines. Elles étaient des instruments, des symboles, des corps reproducteurs et décoratifs. Mais elles n'étaient jamais vraiment considérées comme des êtres humains à part entière. Et quand leur corps ne remplissait plus sa fonction symbolique, quand la maladie les défigurait, elles devenaient inutiles. Marie-Thérèse, Isabelle, Anne, 3 femmes puissantes réduites au silence par la maladie, 3 destins qui nous forcent à regarder en face la cruauté d'un système, un système qui exigeait la perfection, un système qui punissait la faiblesse, un système qui ne pardonnait rien. Mais leur histoire ne s'arrête pas là, car malgré tout, malgré la douleur, malgré l'humiliation, malgré l'abandon, ces 3 femmes ont continué. Elles ont survécu. Elles ont gardé leur dignité. Et c'est peut-être ça, finalement, leur véritable héritage.